Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro qui va nous déculpabiliser du temps passé devant les séries télé, tout simplement parce qu'elles nous permettent de comprendre les enjeux géopolitiques de notre monde. Et pour cela, nous pouvons remercier notre invitée, Virginie Martin. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en duplex depuis Marseille. Bonjour, avec grand plaisir. Alors, vous êtes politologue et co-auteur de l'ouvrage « J'assure en géopolitique » grâce aux séries avec Anne-Lise Melchion aux éditions DBS. Vous aviez déjà fait le tour du monde des séries à travers votre précédent livre « Le charme discret des séries chez Humaine Science ». Virginie Martin, avant de nous saisir de notre télécommande, pouvez-vous me dire ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous ? Ce qu'il y a de plus méditerranéen en moi, je crois que c'est absolument tout, depuis ma naissance dans le Var, jusqu'à mes origines, mes grands-parents, mes parents, voilà, les oliviers de chez mon grand-père, et puis moi qui, dans les années 90, ai monté même un festival, le Mosaïque des Suds, donc dans le Var toujours, et voilà, donc ce qu'il y a de plus méditerranéen dans moi, c'est plutôt qu'est-ce qu'il n'y a pas de méditerranéen dans moi, en fait, la question. Oui, ça irait peut-être plus vite. Alors, vous avez consacré 2 ouvrages aux séries télé. Qu'est-ce que la série permet que le film ne permet pas ou permet moins ? Disons que le film, c'est un peu un coup de poing, ça va durer juste un temps. Donc on ne va pas forcément rentrer dans une grande complexité. Ça va être une sorte de flash comme ça, et puis ça va s'arrêter. La série va déployer des problématiques parfois très complexes et portées aussi par des personnages que l'on va suivre et auxquels on va pouvoir s'identifier positivement, négativement. Et ça, c'est aussi très important parce que ça va encore permettre, encore une fois, de déployer d'autres idées via des personnages. D'abord principaux, mais aussi secondaires, parce qu'au fur et à mesure d'une saison, 2 saisons, 3 saisons, les personnages secondaires vont devenir parfois des personnages principaux, et on va suivre des intrigues qui vont aller dans vraiment plein de détails. Par exemple, on parlait géopolitique, dans Homeland, au fur et à mesure des saisons, c'est la géopolitique du monde américain qui se joue sous nos yeux, et c'est extrêmement riche. Oui, vous l'avez dit, les séries permettent d'aborder sur la longueur des sujets plus complexes, voire obscurs, comme la finance internationale dans Devils, ou encore les institutions européennes avec Parlement. Et je vous propose qu'on regarde la bande-annonce et vous nous en parlez tout de suite après. C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux. Vu du dessus. Ah oui, non, mais je viens de même le sol, là. Le boulot de ton député, en fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à cette loi. Hello, Michel Spetlin will be taking care of that report. Thank you. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait, mon pauvre Samy ? On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit. Non, ça, on ne peut pas faire. Bonjour Maurice, je m'appelle... Can I take these off? Ah. C'est à votre conseiller politique de vous orienter. Oui, d'accord, mais alors, Maurice me déteste. Wunderbar. Are you there? You are right. Excuse me. Les conseillers politiques sont soumis à l'autorité de leurs députés. Donc de Michel. Vous avez déjà rencontré? Allô? Non, Michel. Ça, c'est Thorsten. Du ninja? Si la production halieutique dans sa conscription... C'est un mode adulte. Oui, oui. C'est possible, quoi. C'est possible. Oui. Next! Et là, ça devient assez simple, puisque le compromis F, qui modifie le paragraphe 13, est composé de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13. Ouais. Virginie, c'est l'auberge espagnole et The Office au Parlement européen, le tout post-Brexit. Oui, c'est ça, Parlement, c'est vraiment fantastique. Et puis, vous parlez de l'après-Brexit. Ce qui est absolument aussi fantastique dans cette série, c'est que finalement, on voit d'abord un Parlement européen complètement paumé, labyrinthique, extrêmement complexe. Et en même temps, tout le monde se comprend, mais seulement en anglais, alors que les Anglais ne sont même plus là. Et en revanche, quand il s'agit de faire des coups fourrés derrière le dos des petits partenaires de pays européens, là, tout d'un coup, on se rabat sur sa langue
langue nationale, voire en Espagne, on va aller jouer avec le catalan, etc. Donc c'est une série truculente. Alors c'est marrant parce que moi j'ai eu l'occasion de discuter avec les producteurs, les acteurs, qui disent que c'est une série quand même pro-européenne, qu'eux aiment bien l'Europe quand même, mais on en ressort quand même plutôt très sceptique et très perplexe quant à l'Union européenne. Absolument, parce que la série pointe combien les relations entre la France et l'Union européenne et ses institutions sont complexes, alors même que la France est un des moteurs de la construction européenne. C'est presque paradoxal. Oui, c'est ça, c'est un peu... Voilà, c'est un peu eux-nous, alors que nous faisons partie du nous, et en plus nous avons nous-mêmes créé au tout début cette Union européenne. Donc c'est marrant à chaque fois de repousser un petit peu cette Union européenne comme si elle ne nous concernait pas, alors que nous en sommes évidemment les bâtisseurs premiers. Et Parlement raconte tout ça, et puis aussi, bien entendu, ces labyrinthes bureaucratiques et cette complexité des lois, avec un député qui ne sait même pas pourquoi il est là. Enfin, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et il parle dans la bande-annonce très rapidement du bâtiment, et le bâtiment finalement est aussi complexe que les textes de loi qui sont discutés à l'intérieur. Donc c'est assez marrant, ça aussi, cette espèce de correspondance entre les bâtiments, l'architecture et les textes et la loi. Alors, c'est Parlement, 3 saisons disponibles sur la plateforme France.tv. Virginie, la Méditerranée est une source d'inspiration inépuisable pour les auteurs entre les nationalismes, la crise migratoire, la crise environnementale, les enjeux sociétaux, religieux, que sais-je. Il y a de quoi faire. Pour autant, est-ce que les productions méditerranéennes sont-elles à la hauteur de cette matière brute ? Je suppose qu'il y a des déséquilibres entre les rives et pas forcément ce qu'on croit. C'est-à-dire que oui, il pourrait y avoir, et vous l'avez très bien dit, les sujets sont nombreux et pluriels sur toutes les rives de la Méditerranée, mais il y a un petit peu des pays à la traîne. Peut-être même que la France en fait partie, parce que je trouve qu'elle n'exploite pas forcément tout ce qu'on pourrait exploiter dans les séries. L'Espagne, en revanche, est assez active. On peut parler évidemment de l'éternel maintenant et mythique Casa de Papel, oui. Mais pas seulement, hein, on peut parler aussi d'Intimidad, oui. Avec une histoire de sextape et de femmes politiques de grande envergure qui se fait vraiment ennuyer via justement sa vie privée. L'Italie est encore un petit peu à la traîne dans cette affaire. En revanche... L'Afrique du Nord est finalement aussi un petit peu à la traîne, mais est très influencée par les séries qui peuvent être produites en Turquie, oui. Et par la Turquie. Et donc ça, c'est aussi très important. La Turquie, vraiment, joue un rôle un peu de leader d'une très grande région qui passerait par l'Afrique du Nord, en passant par l'Égypte, par les Balkans, évidemment aussi. Donc vraiment, la Turquie est une actrice phare pour ce monde en série, et ça c'est très important chez eux. On en reparlera. Et Erdogan y tient beaucoup. Oui, on en reparlera un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a une géopolitique des séries, de fait ? Oui, de fait, il y a vraiment une géopolitique, et on voit aussi, alors évidemment au départ, la géopolitique des séries, elle part plutôt du soft power américain, états-unien, bien évidemment. Ils ont l'habitude avec Hollywood de jouer à ce soft power, mais derrière, ils ont vraiment mis le paquet sur cet univers en série, ne serait-ce que via leur plateforme, hein, que ce soit Disney, Netflix, Amazon. Donc ça, c'est très important pour eux. Mais néanmoins, les autres pôles du monde se mettent aussi à jouer cette course de soft power via les séries, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit l'Amérique du Sud et particulièrement le Brésil, que ce soit le Nigeria, le Sénégal, la Scandinavie. Donc on voit tout de même que, oui, dans le grand concert des nations, les séries maintenant font partie du jeu géopolitique, en tout cas. On peut parler aussi, bien entendu, d'un pays comme Israël. Oui. La Russie est un petit peu à la traîne, la Chine aussi, qui ne veut pas trop jouer le jeu là-dessus. Mais oui, les pays sentent bien que c'est comme ça aussi qu'on raconte sa propre histoire en produisant de l'image et justement des séries et des fictions. Vous en parliez, dans quelle mesure les plateformes ont bouleversé à la fois la création, la diffusion et la consommation de ces séries télé ?
C'est une question à plein de volets. Alors, la consommation, d'abord, ça nous permet, bien entendu, de binge-watcher, c'est-à-dire de commencer un épisode et de ne plus arrêter, et de voir 4, 5, 6 saisons d'affilée. Donc, évidemment, puisqu'on n'arrête plus, on n'est pas là en train d'attendre l'épisode d'après sur la télé classique, la semaine d'après, etc. Donc ça, c'est important. Ce binge-watching, aujourd'hui, on le constate véritablement partout, notamment chez les jeunes générations. Et ça, les plateformes le permettent. Mais ce que permettent aussi les plateformes et qu'on voit peut-être moins, c'est qu'elles aussi, elles ont leur propre histoire à raconter. Elles jouent aussi dans des rapports de force quasi géopolitiques. Je donne un exemple. Pour l'Inde, par exemple, l'Inde produit beaucoup de séries. Pas seulement des films de Bollywood, mais aussi des séries, notamment par exemple Bombay's Begums, qui montre une Inde moderne, très intéressante. Mais là, attention, tout d'un coup, Netflix arrive et a envie de raconter une histoire de l'Inde un peu plus difficile, et met en scène une sorte de dystopie qui est extrêmement critique sur le régime politique indien, notamment évidemment avec ce grand leader qui est Modi. Oui. Et donc, par une série comme Layla, finit par critiquer énormément le système indien. Et là, on voit bien que les États-Unis, finalement, via leur plateforme, ont aussi envie de jouer le jeu, mais via, finalement, cette plateforme, cette technicité, si je puis dire. Et ça, c'est aussi très important. C'est pour ça aussi que d'autres pays, aujourd'hui, commencent à se dire qu'il va falloir développer aussi ces plateformes, mais elles ne seront, pour l'instant, en tout cas, pas aussi puissantes que les plateformes états-uniennes. Voilà, et notez que la Corse a également sa plateforme avec une dimension méditerranéenne affirmée. Il s'agit d'Alindy et alindy.com, sur laquelle on peut visionner des longs métrages, des documentaires, des séries sur à peu près tous les sujets et pour tous les publics, y compris les plus jeunes, on recommande. Virginie, les séries répondent inévitablement à certains codes, désormais universels, fixés, on l'a dit, par les États-Unis, mais doivent, pour capter le public, garder une authenticité, une identité qui passe souvent par la langue, la fameuse VO, et c'est notre Zoom de la semaine. Alors Virginie Martin, j'ai choisi pour ce Zoom une série qui nous renvoie directement à l'actualité au Proche-Orient. Fawda, soit le chaos en arabe, qui retrace le parcours de l'unité infiltrée arabophone des forces spéciales de Tsahal, l'armée israélienne, dont les membres sont spécifiquement formés pour se fondre dans la population arabe. Virginie, un mot quand même sur la série mise en miroir avec le conflit israélo-palestinien. Oui, c'est une série extrêmement importante, mais il faut savoir donc, comme vous le disiez, on pénètre dans une unité israélienne, mais arabophone, et finalement, pourquoi arabophone ? Parce que ça permet évidemment de se fondre et d'adopter, si je puis dire, la langue de l'ennemi. De l'autre côté, finalement aussi, les Palestiniens font beaucoup d'efforts pour parler hébreu et pour s'incruster aussi, évidemment, discrètement sur le sol israélien. Il faut aussi savoir que depuis 2018, la Knesset a voté en fait l'arrêt de ce bilinguisme israélien qui donnait en fait comme deux langues officielles l'hébreu et l'arabe. Mais depuis 2018, l'arabe n'est plus qu'une langue préférentielle en Israël. Donc on peut aussi penser aujourd'hui, sans faire peut-être trop d'extrapolation, que cet arabe qui est un peu en perte de vitesse sur le sol israélien est stratégiquement toujours potentiellement une faiblesse, parce qu'il est très important, effectivement, d'avoir la langue de l'ennemi, quel que soit l'ennemi, évidemment. Et donc, si les Israéliens ne savent plus parler très bien arabe, eh bien, ils peuvent moins s'infiltrer discrètement chez leurs ennemis potentiels. Alors, je vous propose de regarder la bande-annonce de la première saison, où toutes les langues se font entendre. אבו אחמד חיים. רק רוצה להזכיר במי מדובר. יש לאבו אחמד דם על הידיים של 116 ישראלים שהתפוצצו בפיגועים שהוא עצמו הוציא. אין מחבל שרצח יותר ממנו. אין. נשים, ילדים, זקנים, חיילים.
בן זונה רוצח. בן מוות. בן מוות. أنا بقولك إذا بتقوليش وين أبو أحمد راح تترجى تكون شهيد قبل ما أخلص عليك. Virginie, là on voit la langue, vous le disiez, vous le rappeliez, revêt une dimension éminemment politique. Bien sûr, et évidemment, et Fauda, de ce point de vue-là, est vraiment très intéressant, puisque l'arabe prend une part importante et montre justement la stratégie et la tactique de cette unité israélienne arabophone, comme on le disait tout à l'heure. Virginie, une série pour un pays, c'est l'art et la manière de se raconter, de choisir son histoire, de revisiter son passé plus ou moins glorieux, voire de le projeter. Où mettons le curseur entre soft power et propagande ? C'est compliqué, c'est une question compliquée qui prendrait beaucoup de temps. Le soft power va être quand même justement, on va travailler plus dans l'attractivité, vous voyez, un pays va avoir envie de déployer son soft power pour vraiment se faire aimer, ça va être une diplomatie de la séduction. La propagande va être beaucoup plus directive, beaucoup plus beaucoup plus verticale, beaucoup plus autoritaire d'une certaine manière, et on va pouvoir s'y opposer plus facilement. Le soft power, c'est évidemment ce gant de velours en définitive qui va faire que vous allez finalement aimer le pays quoi qu'il en coûte finalement, alors que si c'était de la propagande, tout de suite vous auriez peut-être un petit mouvement de recul en disant là c'est trop et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc c'est la séduction et là on résiste beaucoup moins évidemment. Alors un pays, vous l'avez dit, qui excelle en la matière, c'est la Turquie, entre opposants et soutiens d'Erdogan. Vous m'avez parlé d'une série qui dénonce les travers de la société turque. Oui. C'est-à-dire que la Turquie, avec le président extrêmement puissant Erdogan, a vraiment envie de raconter son histoire un petit peu comme si elle était encore la très grande, finalement, Turquie, dans une optique un peu néo-ottomane, en définitive. Donc il y a beaucoup de séries que le président adore depuis pas mal d'années. Il peut y avoir des séries comme Goumous, etc. Et là, on a quelque chose de très chevaleresque. En revanche, tout d'un coup, là encore une fois, Netflix arrive et met un peu du désordre dans tout cela, et avec des séries typiquement comme Bir Baskadir, qui est une série au contraire, qui va mettre en définitive en doute, si vous voulez, une Turquie fantastique. Non, qui va raconter des histoires de viol, d'homosexualité, qui va mettre en valeur et en critique aussi la religion, puis en valeur la laïcité au sein de la Turquie. Donc ça va évidemment ne pas plaire du tout au pouvoir, qui essaye toujours évidemment de limiter la diffusion de ce genre de séries et de ce genre de création et de fiction, mais qui a eu quand même son petit succès malgré l'opposition religieuse, mais qui a aussi peut-être plus son succès du côté occidental de l'Europe que du côté turc. Alors, une série qui cartonne dernièrement, c'est le dernier phénomène. Sorti cet été, c'est Métamorphose, toujours en Turquie, produit et diffusé par la télévision publique TRT. La série accrédite tout simplement les accusations contre Osman Kavala, un mécène turc opposant d'Erdogan et emprisonné depuis 2017. Il a été d'ailleurs condamné à la prison à perpétuité pour complot contre l'ordre constitutionnel lors de la tentative de coup d'État de 2016. On regarde la bande-annonce et on en parle après. Il faut savoir que l'auteur ressemble comme deux gouttes d'eau à Osman Kavala, qui a protesté depuis sa prison contre Métamorphose. Virginie Martin, une question politiquement incorrecte. Si je vous demandais de choisir une série parmi toutes celles que vous avez regardées et appréciées, est-ce que c'est possible ? J'ai un peu ouvert mon catalogue des séries. J'ai commencé par Orange is the New Black dans les années 2014-2015. Donc ça fait partie un peu de mon coup de cœur parce que c'est aussi un peu un événement fondateur pour moi. Mais aujourd'hui, je dirais aussi Les Gouttes de Dieu, qui est une série fantastique autour du vin entre le Japon et la France et qui est un pur bijou. Allez, on le note pour les vacances. C'est l'heure de la bande originale.
Allez, votre choix s'est porté sur la magnétique Luz Casal et l'inoubliable Pensami. Vous nous en dites quelques mots? Pourquoi ce choix? Disons que j'ai choisi ça alors que je suis une fan de Kalsoum, je suis une fan aussi de musique israélienne, je suis une fan de Férouz, mais je me suis dit qu'en ces temps finalement un peu heurtés, Luz Casal allait nous faire du bien avec cette musique plutôt tranquille et apaisante. Je comprends. Virginie Martin, merci de m'avoir accompagnée durant cette émission. Merci. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage coécrit avec Anne-Lise Melchion, J'assure en géopolitique grâce aux séries aux éditions DBS. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de France Télévisions qui ont permis de réaliser cette émission à la fois à Ajaccio et à Marseille. On se retrouve très prochainement, toujours sur France 3 Corse via Style ou en replay sur le site France.tv où vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les séries de Via Style. Salut! Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan